Donc notre première table ronde, vous avez le programme dans vos pochettes, mais elle est basée sur l'accessibilité des établissements recevant du public, état des lieux, des adaptes et des lieux de travail. Et on va commencer tout de suite par, encore une fois, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, une autre mauvaise nouvelle, c'est que nous avions invité Monsieur Assante, qui est président de la NPIHM, qui habite à Dijon. Et point de vue de l'accessibilité, vous allez comprendre tout de suite la problématique qui s'est posée à Monsieur Assante. Il habite dans un petit immeuble et pour se rendre chez lui, il a besoin de prendre l'ascenseur. Il ne peut pas utiliser les escaliers. L'ascenseur est tombé en panne. Il y a une pièce qui doit être changée, donc l'incident est somme toute très banal. Sauf que sans ascenseur, et l'ascenseur est bloqué 3 jours, Monsieur Assante ne peut pas descendre, descendre dans la rue et ensuite aller prendre le train. Donc au lieu d'être avec nous aujourd'hui, il est bloqué dans son appartement. Nous le regrettons pour lui et pour nous, parce qu'il avait plein de choses extrêmement intéressantes à nous dire et il est coincé chez lui. Donc l'accessibilité, quelquefois, c'est ça, c'est une pièce d'ascenseur qui fait que quelqu'un, au lieu d'être là où il devrait être parce qu'il souhaite y être et se promener librement, il est coincé chez lui parce que l'ascenseur est en panne. C'est aussi bête que ça. Voilà, mais c'est un exemple de non-accessibilité. Mais enfin voilà, c'est la réalité des choses. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas réussi à faire une telle démonstration. Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Merrill, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes conseiller à l'APF, l'Association des paralysés de France, c'est bien ça, si je me trompe dans le sigle, reprenez-moi. Et vous êtes conseiller dans cet organisme. Vous allez tout de suite avoir la parole et nous faire part de vos connaissances sur le sujet. Je vous en prie, Monsieur Merrill. Merci, bonjour à chacun et à chacune. Et merci tout d'abord au nom de l'APF, de l'Association des paralysés de France et de son président Alain Rochon pour l'organisation de la part de FO d'organiser une journée consacrée à l'accessibilité. Donc je tenais à vous le dire et on se félicite qu'effectivement que FO puisse s'enquérir du sujet de l'accessibilité. Alors, je voulais faire déjà un petit préambule parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est perçu comme hautement technique, une matière extrêmement âpre faite par des techniciens. Du coup, ça suscite, on va dire, un discours dominant plutôt anti-norme. Alors qu'en fait, il faut déjà peut-être revenir à quelques fondamentaux sur l'enjeu, tout simplement. C'est ce que je me propose de faire. Peut-être déjà pour revenir sur le fait de... Alors, il y a une définition juridique de l'accessibilité qui est encadrée par le Code de la construction et de l'habitation, je vous en ferai grâce, mais l'objectif sociétal qu'on vise, c'est bien, moi je préfère en fait la définition sociologique d'un sociologue qui s'appelle David Cobel et qui dit que l'accessibilité, c'est la capacité pour un individu, donc quel qu'il soit, de pouvoir accéder à un bien, un service ou une activité. Donc, l'objectif recherché, c'est bien d'accéder aux mêmes prestations que celles qui sont proposées aux personnes valides. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai qu'on a un certain nombre de freins. Je vais y revenir sur la mise en accessibilité des ERP. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs volontaristes, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de freins qui tiennent également à une mauvaise connaissance, à une méconnaissance, on va dire, du sujet. Je vais prendre le cas, par exemple, des élus locaux. Alors, quand on est maire, effectivement, on veut être un bon gestionnaire des deniers publics, c'est normal. Et je vais prendre une commune, une petite commune. Si on dit à un maire, l'accessibilité de vos bâtiments, ça va coûter 100 000 euros. S'il se dit, oui, mais bon, moi, j'ai qu'une seule personne en fauteuil dans ma commune, donc ça fait cher pour la commune, 100 000 euros pour une seule personne. Donc là, déjà, il faut avant tout, je dirais, briser les stéréotypes sur les populations qui sont concernées. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les personnes en fauteuil roulant qui sont concernées. Il y a également, effectivement, toutes les personnes touchées par une déficience. Je rappelle par exemple que le taux de prévalence du handicap selon l'OMS, l'Organisation mondiale sur la santé, situe entre 10 et 15% de toute population les personnes qui sont touchées par une déficience. Donc déjà, et ça c'est une donnée naturelle de l'humanité, l'OMS a encore communiqué hier sur le fait qu'il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent avec une déficience. Plus d'1 milliard de personnes. Donc c'est une donnée naturelle de l'humanité. Et ça, quelles que soient les déficiences,
Donc la plus connue, c'est la déficience motrice, mais il y a également la déficience visuelle, il y a la déficience auditive, mentale, intellectuelle, psychique, cognitive. Donc on a déjà ce volant-là de la population. Ensuite, l'accessibilité concerne également les personnes âgées, mais pour des raisons aussi différentes. On peut être en très bonne forme à 80, 85 ans, mais par contre, on se déplace moins vite. Donc c'est les problèmes de fatigabilité. On n'est pas obligé de devenir déficient avec la montée en âge, même s'il y a une corrélation évidente. Mais il faut savoir là aussi que le seuil de population concerné, c'est que la population française de plus de 65 ans sera égale à 25% de la société française. Donc d'ici 10 ans. Donc dans 10 ans, 25% de la population française aura plus de 65 ans. Donc ça nécessite aussi d'anticiper, je dirais, le vieillissement de la société française. C'est pour ça que c'est également un enjeu. Et puis, vous avez également d'autres types de populations qui sont concernées. Je vais prendre le cas des femmes enceintes. Une femme enceinte n'est pas déficiente. Pour autant, effectivement, elle est amenée à avoir des problèmes de mobilité et de fatigabilité dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Donc, ça fait partie aussi des personnes concernées. Je rappelle également qu'il y a 2,5 millions de poussettes qui circulent par jour en France, avec les associations familiales, d'ailleurs, fustigent quand même beaucoup l'inaccessibilité de la société française. Vous avez également ceux qui sont concernés, ce sont les cyclistes, pour les mêmes raisons que pour les personnes en fauteuil, pour les obstacles à la roue sur la voirie. Tout ça fait que, en fait, à l'APF, on a décidé il y a 3 ans de fonder un collectif qui s'appelle le Collectif pour une France accessible, et qui comprend un certain nombre de collèges, donc, de familles, on va dire ça. Parce que c'est un collectif, donc il n'y a pas de statut juridique, on fait ça de manière informelle. Mais il y a effectivement toutes les familles du secteur handicap qui sont représentées, avec toutes les déficiences. Mais vous avez également des associations de personnes âgées, personnes retraitées. Vous avez des associations familiales. Vous avez la FNOT, qui est un gros poids lourd, qui est la Fédération nationale des associations usagers du transport. Parce qu'on a tous fait l'expérience d'aller dans les gares parisiennes avec ses bagages et d'essayer de se débrouiller dans le métro avec tous ces escaliers. Donc ça concerne également les personnes valides. On a également des associations de personnes valides, tout simplement droit des piétons, qui utilisent la réglementation accessibilité pour lutter contre l'empiètement des terrasses de café, par exemple, sur les voiries. Et puis nous avons également 2 associations de cyclistes. Donc comme quoi, parce que du coup, quand on fait comprendre que l'accessibilité est un enjeu de société et concerne beaucoup de personnes, je reviens à mon histoire de maire pour qui ça coûte 100 000 €. Du coup, il va voir l'investissement autrement. Peut-être qu'il le voyait pour un électeur en fauteuil roulant, et finalement, ça va concerner l'ensemble de sa population. Donc ça, c'est des messages, parce qu'il est important de casser des stéréotypes, parce que, malheureusement, la matière a été perçue comme beaucoup trop technique. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect très technique, mais il y a également quand même un enjeu de société, et c'est important de pouvoir relayer, me semble-t-il, le fait qu'il y a une composition très hétéroclite de la société française qui est concernée par cet enjeu de l'accessibilité. Donc c'est pour ça que c'est important, me semble-t-il, d'en parler. Et dernière donnée, la Banque mondiale, c'est même pas les associations qui le disent, c'est la Banque mondiale, évalue entre 15 et 20% les pertes de marché touristique en raison de l'inaccessibilité des infrastructures. Donc on voit bien, tout ça, ça date d'un rapport qui date de 2011, qui est téléchargeable sur le site de la Banque mondiale. Donc, on voit bien que quand on voit les actuelles volontés gouvernementales de vouloir, on a la chance d'être le pays visité le plus visité au monde, avec 85 millions de touristes étrangers. Le pouvoir exécutif souhaite qu'on passe à 100 millions. L'accessibilité, du coup, devrait faire partie également des critères. Alors, une fois fait ce petit préambule, je vais en terminer là, mais il faut savoir que la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et convention qui effectivement amène un certain nombre de droits fondamentaux, exprimés très simplement et à la limite beaucoup plus simplement que la loi française.
Et nous, on a un problème. Alors, je ne sais pas si vous, à FO, vous avez le même problème concernant la convention de l'OIT qui date de 1950. Mais nous, on n'arrive pas à faire invoquer la convention, par exemple, de l'ONU sur le droit des personnes handicapées devant les tribunaux français. Alors qu'on a un article 55 de la Constitution qui fait primer les conventions internationales qui sont ratifiées par la France sur les lois nationales. Mais ni la Cour de cassation, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, ils sont dans un plein déni de compétences. Ils s'estiment incompétents pour appréhender, si j'ose dire, la supériorité des conventions internationales sur les lois nationales. Ça nous impacte. Donc ça pose quand même une question aussi juridictionnelle dans la défense des droits. Donc je ne sais pas si vous avez les mêmes en matière de reconnaissance des droits syndicaux, mais nous, ça nous pose quand même un sérieux problème. Et la rapporteure de l'ONU en charge de la convention, du suivi de la Convention internationale des droits des personnes handicapées est venue en France au mois d'octobre. On lui a dit qu'effectivement, là, se posait quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a un article de la Constitution qui fait primer le droit international sur les lois nationales et on n'arrive pas à faire invoquer, à faire reconnaître nos droits. Donc ça, c'est quand même un problème. Je ne sais pas si c'est... On pourra peut-être en débattre tout à l'heure. Alors, comme historique, je vais vous faire grâce de tout l'historique, mais voilà, on en est quand même à 3 lois, je simplifie, on en est à 3 lois en l'espace de 42 ans sur l'accessibilité. Et on a encore plein de freins, quoi. 3 lois en 42 ans. Pourquoi elles ont échoué? Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais tout simplement, enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, mais il faut d'abord lutter pour faire reconnaître l'existence d'une règle de droit. Et une fois qu'on a la règle de droit, il faut se battre pour la faire appliquer. Donc c'est un combat perpétuel, quoi. Alors, les raisons qui expliquent l'échec des 2 lois précédentes. Donc la première loi date de 1975, comme vous le savez, parce que je pense qu'on est à la 18e journée de vos journées handicap, donc vous connaissez la loi de 75 et de 2005, et puis sur l'accessibilité, il y en a une 3e, c'est avec les ADAP en 2014. Sur les 2 premières, pourquoi un échec? Parce que certainement qu'il n'y a pas eu de politique publique. Ce que nous on entend par politique publique, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une loi, mais si ce n'est pas accompagné de mesures budgétaires et fiscales très concrètes permettant aux acteurs de terrain d'appliquer la loi, et faute de communication gouvernementale sur les dites mesures prises, forcément, et nous, côté association, et pas qu'à l'APF, mais la majorité des associations, quand la loi a été votée en 2005, donc il a fallu attendre 2 ans que les administrations centrales prennent la quasi-majorité de la réglementation, la publication des décrets et des arrêtés. Et c'est à partir de 2007, si j'ose dire, qu'il aurait fallu mettre en place une véritable politique publique. Nous, alors je rappelle, l'APF est apolitique, donc on livre nos analyses de manière très factuelle. Donc quand on vote une loi en 2005 disant qu'il faut que la France soit accessible en 2015, que la réglementation est prête en 2007, il faut nécessairement commencer à faire avancer la machine à partir de 2007, ce qui correspondait à un nouveau quinquennat. Donc on a passé tout un quinquennat à sonner le tocsin en disant attention, il ne se passera rien sur le terrain, il ne se passe rien sur le terrain. Et c'est normal qu'il ne se passe rien sur le terrain parce que les acteurs n'étaient pas aidés. Ils n'étaient pas forcément aidés. Alors il y avait des guides méthodologiques, toutes les branches professionnelles ont quasiment fait de leurs guides. Mais en revanche, effectivement, il n'y avait pas d'incitation fiscale, il n'y avait pas de mesures budgétaires ou fiscales qui auraient permis aussi bien aux acteurs publics qu'aux acteurs privés d'appliquer la loi. Donc ce qui effectivement a abouti à la nécessité à ce qu'il y ait une nouvelle ordonnance en 2014 qui prorogeait le délai de mise en accessibilité pour les ERP. Qui est le sujet de la table ronde, accessibilité ERP et le code de travail. Alors sur les ERP, je vais distinguer entre le neuf et l'existant. ERP. Alors oui, pardon, ERP, excusez-moi. ERP, c'est établissement recevant du public. Donc c'est pour le distinguer, je simplifie si vous voulez, mais de bâtiments d'habitation collective. Donc vous pouvez avoir des ERP publics et des ERP privés. C'est-à-dire qu'une école maternelle est un ERP, un cinéma est un ERP.
La salle où on se trouve est un ERP parce qu'elle accueille du public. Donc c'est tout ce qui accueille du public. Il faut le différencier tout simplement du logement, où la dénomination c'est BHC, bâtiment d'habitation collectif, et AMI, maison individuelle. Mais ça, c'est des classifications juridiques. Et pour le distinguer également de locaux de travail, ce ne sont pas les mêmes réglementations, malheureusement. Ça, j'y reviendrai. Donc pour les ERP, c'est tout ce qui concerne services publics et commerce, petit comme grand. Donc pour le neuf, on a une réglementation, on a des progrès tangibles, même si je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet, on a toujours quand même des malfaçons par un secteur du BTP qui n'est pas forcément encore entièrement formé. Donc on a encore des malfaçons, mais bon, les progrès sont quand même tangibles et nets. Là, on n'en est plus à des cas d'inaccessibilité flagrants. On ne va plus construire un bâtiment neuf avec exclusivement des marches. Ça n'arrive plus. Voilà. Après, on est sur vraiment des points de détail. Mais le gros sujet, c'est évidemment la mise en accessibilité des ERP, donc des commerces et des services publics existants. Donc là, on réclame à corps et à cri, et d'ailleurs la France s'est fait taper sur les doigts par l'ONU par un manque criant de données en matière de handicap et d'accessibilité. Et vous pouvez aller constater d'ailleurs les chiffres sur le sujet de l'accessibilité. Donc il y a un site officiel qui existe qui s'appelle accessibilité.gouv.fr. Et sur ce site accessibilité.gouv.fr, vous avez les chiffres des ADAP. Alors vous avez une carte de France qui vous dit le nombre d'ADAP. Alors ADAP, c'est agenda d'accessibilité programmée. Donc c'est l'idée de la dernière réforme, c'est-à-dire que étant donné que l'échéance de 2015 n'a pas pu être respectée, c'est de donner entre guillemets une dernière chance aux gestionnaires des ERP pour leur dire vous avez un délai suivant votre catégorie de 3, 6 ou 9 ans, je peux détailler si vous voulez, où vous êtes obligé de programmer des travaux au moins chaque année. Je simplifie, il y a des petites subtilités, mais voilà, pour arriver au final, au pire des cas, en 2014, avec quand même un certain nombre d'ERP qui soient enfin devenus accessibles à tous. Sachant qu'il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de motifs de dérogation. C'est d'ailleurs ce qui a fait du mal, énormément de mal à la précédente loi, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. Tout le monde a cru, y compris, alors qu'on puisse être artisan, commerçant, le boucher de quartier ou quoi que ce soit, croyait qu'en fait, ou le primeur du quartier, pouvait croire, ah oui, on me demande obligatoirement de me mettre en accessibilité. C'était une obligation de moyens, ce n'était pas une obligation d'être accessible, c'était une obligation d'étudier, de savoir si c'était possible ou pas. Parce qu'il existait 3 motifs de dérogation. Impossibilité technique. Bon, ben là, c'est un professionnel du bâtiment qui le constate officiellement. Vous avez la disproportion économique également. Donc là, quand on étaye, vous êtes un petit restaurateur, vous avez, je sais pas, on va dire 50 couverts. Si on dit, si je me mets en accessibilité et que ça m'oblige effectivement à supprimer 10 places, bon, bah, le ratio, ça veut dire une perte de chiffre d'affaires de 20%, ce qui pourrait justifier un motif de disproportion économique. Donc le système était bien pensé à la base. Et il aurait fallu effectivement communiquer, de dire, rassurez-vous, on ne vous demande pas obligatoirement d'être accessible, mais au moins d'étudier, de savoir si c'est possible, sachant l'existence de ces motifs de dérogation. Donc les chiffres actuels sur la mise en accessibilité des ADAP sont pas très. Il n'y a pas de chiffres consolidés. On a une carte de France avec par département le nombre de dossiers qui ont été déposés. Simplement, aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne connaît pas aujourd'hui en France le nombre total de RP, d'établissements recevant du public. Donc ça fait quand même poser des questions. Il y a une estimation qui repose à partir du service des pompiers à une échelle nationale, comme quoi il y aurait 1 million de RP, d'établissements recevant du public. Mais comme on ne connaît pas ce chiffre-là précisément, c'est difficile de faire un ratio. D'autant plus que quand vous allez sur le site internet,
Si ça vous intéresse, je vous invite à y aller sur accessibilité.gouv.fr. Je veux dire, il faut bien garder à l'esprit que même si on voit une augmentation du dépôt de dossier, dans un dossier, on peut très bien, comment dirais-je, arguer du fait du dépôt de motifs de dérogation. Donc un dossier d'ADAPT n'est pas forcément un dossier de mise en accessibilité. On peut également demander des dérogations. Donc là, la prochaine échéance, ce qu'il était dit pour résumer pour les ERP, c'était vous devez déposer un dossier d'ADAP, d'agenda de mise en accessibilité programmée auprès de la préfecture avant septembre 2015. Quand vous êtes un petit commerce, un petit ERP qui accueille, quand je dis petit, c'est au niveau de la taille du public, de l'effectif qui peut rentrer, donc imprimeur de quartier, une boulangerie de quartier. Donc là, il y a 5 catégories, ça va de 1 à 5. 5, c'est les plus petits, les commerces de quartier. Et pour simplifier, le 1, c'est le Stade de France qui peut accueillir 80 000 personnes. Donc c'est les plus grands. Les plus petits, qui n'appartiennent pas à une chaîne, doivent être rendus accessibles d'ici septembre 2018. Alors que quand vous appartenez à une chaîne, donc je vais prendre la boulangerie de quartier 3 ans, septembre 2018, mais si vous appartenez à une chaîne, les boulangeries Paul, par exemple, là, vous avez droit à 9 ans. Voilà. C'est ce qu'on a fait remarquer, je vous remercie de vos rires, au ministère pendant les fameuses réunions. Donc il y a quelquefois des injustices. Et quand vous êtes à un niveau intermédiaire, vous avez droit à 6 ans. Donc là va arriver l'année prochaine, donc dans 10 mois, la première échéance sur les ERP isolés de 5e catégorie, avec normalement une mise en accessibilité. Alors on a énormément de craintes concernant ce type de RP, parce qu'ils ne sont pas très aidés. Alors, déjà, on ne peut pas dire que les incitations fiscales ou que les dispositifs budgétaires ont été très aidants, avec une très bonne communication. Donc moi, je me mets à la place d'un coiffeur ou quoi que ce soit. Je ne suis pas forcément aidé par ma fédération. Et puis le gouvernement a mis en place très peu de choses pour les acteurs privés. C'est-à-dire qu'il encore faut-il avoir accès à l'information. C'est-à-dire qu'il existe un prêt, la possibilité d'obtenir un prêt via BPI France, la Banque publique d'investissement, pour avoir un prêt à 0,1%. Donc c'est plutôt avec l'inflation, on va dire, c'est plutôt des conditions très avantageuses, pour pouvoir se mettre en accessibilité. Donc c'est un dispositif qui a l'avantage d'exister, mais comme il est très très méconnu, du coup il va être très peu utilisé. Et je me mets à la place d'un coiffeur de quartier aujourd'hui. C'est un sujet en plus complexe. On ne met pas sur les dispositifs, donc on court un peu à la catastrophe sur ce type de RP-là. On est un petit peu plus optimiste par rapport aux ERP qui appartiennent à des grands groupes, qui ont plutôt pris leur responsabilité. Donc je vais sur un certain nombre de grands groupes. Donc ils sont mis en ordre de marche au titre de la RSE, on va dire, de la responsabilité sociétale des entreprises. Après, il y a le cas des collectivités territoriales qui, globalement, ont pris le train en marche également en déposant des ADAP. Par contre, ce qu'on craint énormément, c'est ce qu'on nous dit depuis 40 ans. C'est qu'on nous dit tout le temps depuis 40 ans, oui, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc il y a 10 ans, c'était la crise de 2008. Là, le président de la République a demandé aux collectivités territoriales de faire 13 milliards d'économies. Donc on s'attend, bien évidemment, à ce que les collectivités territoriales nous disent « Ah bah écoutez, voilà, on nous a demandé de faire des économies, donc on ne va pas pouvoir faire les ADAP ». Ça, on l'attend gros comme une maison, sachant que 13 milliards d'économies demandées sur 5 ans, et on ne va pas chercher les 60 à 80 milliards annuels d'évasion fiscale. La conséquence directe, je vais prendre un seul exemple, le conseil départemental du Gard va supprimer à partir du 1er janvier, là, dans 3 semaines, le transport à la demande pour les personnes en situation de handicap du département. C'est-à-dire que des personnes en situation de handicap dans un département vont pouvoir se déplacer. Parce que le conseil départemental ferme la ligne, parce que le gouvernement lui demande de faire des économies, etc. etc. Donc, vous voyez ce type d'injustice.
Donc voilà un peu le topo sur les ERP existants. Concernant les locaux de travail, alors là aussi je vais distinguer entre neufs et existants. Comme l'a dit votre secrétaire général, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que bon, il y a 500 000 chômeurs en situation de handicap, quelles que soient les déficiences, et que c'est un taux de chômage qui est supérieur à celui des personnes valides. Donc il y a vraiment une problématique extrêmement prégnante. Sur le neuf, on est confronté à quelque chose de sidérant, c'est que ça fait, depuis le vote de la loi du 11 février 2005, nous attendons depuis plus de 12 ans et demi, bientôt 13 ans, la publication d'un arrêté sur l'accessibilité des locaux de travail neufs. Vous vous rendez compte ? On est presque à 13 ans d'attente. Donc, les blocages sur ceci, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit bien que d'où viennent les pressions vis-à-vis de la Direction générale du travail pour ne pas publier cet arrêté, quoi. Mais ce qui est quand même scandaleux quand on connaît le nombre de personnes au chômage. Donc ça, on essaye de... Les associations, notamment au CNCPH, au Conseil national consultatif des personnes handicapées, continuent de faire le forcing pour avoir la publication de cet arrêté sur les locaux de travail. Et puis sur les locaux de travail, je dirais existants, alors on n'a pas d'arrêté, il n'y a pas de réglementation. Après, on a un dispositif de par l'AGFIP et du FIPHFP qui permettent du coup d'avoir des financements pour rendre accessibles les locaux de travail. Donc là, c'est moins impactant de ne pas avoir véritablement une réglementation, puisqu'on a des dispositifs via l'AGFIP ou l'OFIPHFP de pouvoir avancer sur la mise en accessibilité des locaux de travail existants. En tout cas, en ce qui concerne l'absence d'arrêté sur l'accessibilité des locaux de travail dans le neuf, c'est absolument scandaleux d'attendre 13 ans, bientôt 13 ans, la publication d'un arrêté. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Vous pouvez évidemment applaudir et vous avez eu raison de le faire. N'oubliez pas aussi que vous pouvez applaudir en remuant vos mains, hein, puisque c'est le signe, on m'a appris ça tout à l'heure, c'est le signe lorsqu'on n'a pas la faculté de s'exprimer oralement, on peut le faire avec les mains de cette façon-là. J'essaye de résumer votre propos pour voir si j'ai bien compris. Je dirais peut-être en boutade, il y a le fauteuil qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on est tous potentiellement déficients, c'est-à-dire qu'on voit toujours effectivement la personne à qui on va dire oui, vous coûtez cher, etc. En fait, ce que vous nous avez expliqué, c'est que on est près d'1 milliard sur Terre à potentiellement être déficient et que tous on peut l'être. Ça, c'est une information extrêmement importante pour faire changer les états d'esprit. Je crois que ça, c'est quelque chose d'énorme. La convention de l'OIT qui n'est pas reconnue, on a les mêmes problèmes dans le champ du travail. Ça ne rassure pas, mais enfin, il y a peut-être des choses à faire de ce point de vue-là. 3 lois en 42 ans. Là aussi, lorsqu'on est obligé de refaire des lois pour refaire des lois pour refaire des lois, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, c'est clair. Hein, vous n'avez pas dit dans ces termes-là, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Le problème pour les ADAPT avec des agendas qui ne sont pas consolidés, en fait. Chacun dans son département, voilà, on pense que les choses se font, mais on n'a aucune vision globale. Donc là aussi, c'est quand même assez inquiétant de naviguer et d'avancer avec les yeux bandés. Et dernier point, un arrêté au point d'arrêt. Pour ce qui est dans le champ du travail, qui est quelque chose qui nous concerne de très près, ça ne laisse pas d'être inquiétant. Voilà, mais bon, vous êtes le messager, on ne va pas vous en vouloir à vous, au contraire. Mais merci pour ce tableau, en tout cas, qui pose bien le cadre de ce qui est la question de l'accessibilité. Alors maintenant, on va discuter avec Thierry. Thierry, merci d'être avec nous. Tu es un camarade Force Ouvrière. Toi, tu vas nous parler de ton témoignage. Je sais que tu es très, très inquiet et anxieux, mais moi, je suis certain que tout va bien se passer parce qu'on se connaît bien et qu'on a beaucoup discuté. Est-ce que tu veux bien d'abord, Thierry, encore une fois, tu ne vas parler que de toi, réévoquer ton entrée dans la fonction publique? Comment ça s'est passé, ton entrée dans la fonction publique? Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre attention. Effectivement, je suis un agent de la fonction publique.
accessoirement, j'avais fait un stage d'étudiant à la Caisse des dépôts et consignations. Mais ensuite, après un bac professionnel qui m'a valu d'être chômeur, j'ai tenté de rentrer dans la fonction publique par la voie ordinaire du concours. Quel que soit le résultat de mes épreuves au concours lui-même, derrière ceci, il y avait obligatoirement, du fait du handicap que je n'ai pas manqué de faire reconnaître et de porter à la connaissance des employeurs, la difficulté de la validation par ce qui s'appelle la médecine du travail ou de prévention, de la compatibilité du handicap avec l'emploi préconisé. Déjà, pour situer, si certains ont pu apercevoir que je suis fortement malvoyant, il se trouve que je cumule les difficultés liées aux déficiences qui ont toutes la même origine et qui ont pour conséquence un handicap moteur et une épilepsie cumulée au handicap visuel. Ça, c'est pour situer le tableau sur le plan des activités possibles ou impossibles et avec quels accompagnements et aménagements. Devant le refus médical pour des fonctions administratives classiques, et après un conseil pris il y a 27 ans maintenant auprès de l'APF, que je remercie, mes parents ont reçu l'invitation à me faire reconnaître d'abord comme travailleur handicapé, mais ensuite avec un taux d'invalidité. Ce qui a été fait à l'époque auprès de ce qui s'appelait la CDES et qui est maintenant la partie enfant de la MDPH. Cette validation a été reconnue avec un taux d'invalidité de 80% déjà. Reconduit par la Cotorep, qui est devenue la partie adulte des MDPH. De ce fait, je me suis retourné vers ce qui existait à l'époque, ce qui s'appelait les emplois réservés par les anciens combattants. Cette filière a été remplacée d'abord par les contractuels, qui permettent la titularisation, et maintenant, et ça sera l'objet d'un autre débat, par le développement de l'apprentissage. Et je pense qu'il y a un point commun entre ma situation d'emploi réservé, les contractuels et l'apprentissage. Le point commun, je vous laisse apprécier et réagir, c'est que là où j'étais incompétent, incompatible, impossible à exercer le métier comme valide, déclarant une déficience ensuite, par la voie des emplois réservés en tant que travailleur handicapé déclaré avant de passer les épreuves, je devenais pour la médecine du travail compatible, compétent à faire les mêmes fonctions dans le même emploi, ce que j'exerce depuis bientôt 35 ans. Et c'était les mêmes médecins, tu m'as expliqué ça, que c'était les mêmes qui t'empêchaient. Les mêmes médecins agréés de la préfecture sur la liste de l'Agence régionale de santé. C'est quand même extraordinaire. Hein, selon la voie qu'on empruntait, c'était possible de travailler, et sur l'autre voie, c'était pas possible, la voie classique. C'est tout à fait extraordinaire. Quand tu m'as raconté ça, je suis tombé de ma chaise. Est-ce que tu veux bien nous évoquer maintenant, puisque l'emploi s'est fait, tu as commencé à travailler, mais justement, tu as commencé à travailler sans aucun aménagement de ton poste de travail. C'est bien ça qui s'est passé au début. Pour situer les choses, je suis handicapé de naissance et mon état visuel actuel était bien supérieur avant que je ne commence à travailler. J'ai suivi une scolarité en milieu ordinaire, accompagné, et là aussi je remercie beaucoup de monde, par ma grand-mère qui était institutrice honoraire, par mes parents, par différents professeurs et entre autres principaux, par tout un tas de personnes que j'ai pu rencontrer, dont la dernière est Anne Balthazar, que je remercie aussi. Et il y en aurait bien d'autres à citer. Effectivement, bien que j'ai déclaré la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et le taux d'invalidité, et que je ne les ai pas cachés à mon service
que l'on appellera actuellement ressources humaines. J'ai travaillé pendant une longue période et sans aménagement de poste de travail et même, comment dire, sans plus de choses qu'on aurait pu penser utiles. La date de recrutement des emplois réservés est de 1980, avant que je n'aie le bac. La date de recrutement dans la fonction publique, et c'était à l'époque où M. Mitterrand était président et il y avait une vague de recrutement importante, était 1983. Dans la situation des emplois réservés, il y a des gens qui sont restés 10 ans au chômage avant d'être pris. Je considère que là, j'ai eu de la chance. Mais devant l'informatisation qui commençait à cette époque, le début a été que l'on m'a proposé de changer de poste à chaque fois que le mien devenait informatisé. La seconde méthode a été, après que quasi tous les services aient été informatisés, de me faire travailler sur l'informatique. Je ne vous cache pas que mon état visuel actuel n'y est pas étranger, parce que l'écran informatique de l'époque était cathodique et que je n'avais pas eu ni de zoom, ni de synthèse vocale, ni tout autre système qui aurait permis de ne pas créer sur la déficience liée au handicap de naissance une maladie rare qui actuellement est en train de se développer. Là-dessus, j'ai effectué plusieurs postes, évidemment. L'un des principaux, au début, a été la gestion de ressources humaines, ce qui m'a permis ensuite de mieux connaître mes propres droits et de suivre ma carrière. L'un des derniers de ce style-là, sur informatique, a été la documentation. J'ai suivi tout un cursus pour cela, de formation professionnelle, en milieu ordinaire avec les collègues. Jusqu'au moment où, sans aménagement, la partie recherche documentaire informatisée m'a été, et en formation et en réalisation, impossible. Suite à cet exercice, l'état visuel s'étant brutalement dégradé, j'ai dû passer sur la table d'opération pour les 2 yeux. Le médecin de prévention qui, pendant 13 ans, n'existait pas et ne m'a pas suivi, a été miraculeusement remis en place et s'est inquiété de ma situation et m'a proposé une inaptitude temporaire. Donc ce que nous vivons actuellement avec les lois El Khomri et les ordonnances travail existait. Cette situation, avec mon esprit qui a failli basculer à un moment dans un état dépressif et de ne demander que l'allocation adulte handicapé à vie, m'a fait que j'ai préféré, et c'est encore le cas aujourd'hui, me battre. Et j'ai refusé l'inaptitude temporaire. J'ai demandé une affectation sans informatique et j'ai fait du standard accueil, le poste classique. Là-dessus, j'ai eu la chance de rencontrer une assistante sociale professionnelle qui, connaissant ma situation, m'a proposé l'accès à un logement social. Compte tenu de ma situation personnelle qui, accessoirement, était liée aussi à ma situation de santé et professionnelle. Il se trouve que le logement que j'ai eu était dans un autre département que mon lieu d'exercice et que suite à cette inaptitude, j'ai demandé la mutation pour rapprochement du domicile.
nous sommes dans les mêmes services déconcentrés du même ministère que par sécurité personnelle, je ne nommerai pas, mais que certains savent. Là, je me suis trouvé affecté ou réaffecté au service accueil standard, mais qui n'était plus du tout dans les mêmes conditions, puisque l'accueil consistait à ouvrir à distance la porte à des visiteurs qu'il fallait différencier entre les collègues, les visiteurs habituels et les visiteurs étrangers à qui il fallait demander la justification de leur venue. Je me suis trouvé confronté devant la possibilité de remplir les tâches. Et à nouveau, c'est moi qui ai demandé un bilan de compétences et un bilan d'aménagement de poste. Je précise que si j'avais su qu'il existait un aménagement de poste possible dès que je travaillais en documentation dans le premier poste, mon état ne serait pas comme il est actuellement. L'information est essentielle. Je compte sur chacun de vous pour, à l'issue de cette journée, être capable de la faire passer. Merci pour cet autre élément important. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est un garçon, il le disait tout à l'heure, quand on commence à lui dire ça va pas aller, ça le rend teigneux, il a envie de se battre. Et donc, autre élément, c'est que tu t'es dit je vais pas en rester là dans mon emploi, mais je vais me former. Et donc là, tu as fait une première formation au CNAM sans aménagement. Et puis, tu as voulu en faire ensuite une seconde formation. Et comment ça s'est passé et quelle a été la chance que tu as eue pour pouvoir suivre cette deuxième formation? Avant de répondre à cette question, je dois terminer en disant que j'ai obtenu un bilan de compétences qui a fait ressortir que j'étais apte à travailler dans l'administration et sur informatique, et que c'est une association qui a aujourd'hui disparu, qui a fait un bilan nécessitant quel type d'aménagement. Je précise que s'il existait à l'époque ce qui s'appelait un correspondant, qui maintenant pourrait s'appeler un référent ou un chargé de mission handicap, c'est à moi que l'on a demandé de faire le bilan de l'aménagement nécessaire, la recherche des fournisseurs, des devis et autres, pour au final ne pas toujours acheter ce que je préconisais. Effectivement, au fur et à mesure du temps, non seulement j'ai occupé mes fonctions, j'ai tenté d'aménager ou de faire aménager le poste, et je remercie le FIPHFP, mais je ne me suis pas arrêté à ce genre de choses habituelles. Bien évidemment, avec la vision qui s'était dégradée, je me suis trouvé confronté aux documents PDF en particulier. Et ma première activité a été de le signaler, de remonter toute la filière, d'abord administrative, puis incidemment, il s'est trouvé que j'étais en contact avec les administrations centrales jusqu'au service du Premier ministre, pour ensuite travailler sur le décret de 2009 qui prévoyait l'accessibilité des sites internet publics correspondant à l'article 47 de la loi du 11 février 2005. Cet article n'ayant pas été effectivement suivi des faits, je passerai dessus. Mais devant toutes ces choses, j'ai passé un concours pour changer de catégorie. J'ai été reçu à ce concours, simplement avec un aménagement des épreuves. Donc après les emplois réservés qu'on pourrait considérer comme une sous-catégorie quand on n'est pas dedans, là je revendique d'être à égalité avec quiconque. Mais dans mon exercice en qualité d'agent de catégorie B, un établissement recevant du public de première catégorie qui jusqu'en 2016 était totalement inaccessible,
a eu la gentillesse de me proposer de ne pas travailler chez lui parce que mon handicap était incompatible avec ses fonctions. Je vous garantis qu'entre 2013 et 2016, j'ai travaillé chez lui. Et là-dessus, effectivement, vu de l'intérieur le fonctionnement de cette administration qui n'était pas la même que la première, qui toutes les deux relèvent de l'État, j'ai préféré ne pas trop m'y attarder pour ne pas finir à nouveau en invalidité proposée ou subie. Et avec l'aide de ma compagne, qui a joué le rôle de preneur de notes, une fois secrétaire administratif, je me suis présenté au CNAM pour suivre la formation qui s'appelle chargé d'insertion professionnelle et chef de projet handicap. Licence professionnelle, soit dit en passant. Là aussi, c'était pour continuer de progresser et montrer qu'une personne handicapée peut être compétente. Je suis passé, comme le prévoit la réglementation, devant le médecin agréé des universités, l'équivalent du médecin agréé de la liste Agence régionale de santé pour une prise de poste comme contractuel ou apprenti, pour faire reconnaître les besoins d'aménagement dans la poursuite des études. Une liste des aménagements a été établie. Le médecin s'est montré compétent et compréhensif en me disant « c'est vous qui savez le mieux. S'il manque un aménagement, faites-le moi savoir. » Je n'ai même pas eu besoin de le faire. Par contre, le CNAM, Paris, concernant aussi bien moi-même que 90, pour ne pas dire 100%, des personnes handicapées qui suivaient le même cursus que moi, autour de moi, ayant déclaré leur handicap d'eux-mêmes, se sont vus suivre leurs études sans obtenir aucun, je dis bien aucun, aménagement préconisé. Je n'ai pas cité l'administration compétente, mais tout le monde connaîtra. Et il n'empêche que ces études, je les ai suivies et elles n'étaient que la validation des acquis de l'expérience de mon précédent cursus. En fait, je n'ai fait que mettre par écrit ce que j'avais appris, non pas au cours de la formation, mais au cours de toutes les années de 30 ans d'activité. Là-dessus, les responsables de mon établissement recevant du public inaccessible qui cherchaient à ne pas me faire travailler à mon juste niveau, continuant à chercher à me faire partir, j'ai été obligé d'être en contact avec l'un des syndicats. Et il se trouve que j'ai choisi celui qui était apte à me défendre. Il se trouve que c'est FO au niveau local. Et devant la gravité de la situation que je vivais, le niveau local a fait remonter de plus en plus haut la situation. Jusqu'à ce que, je crois que c'est l'an dernier, je vienne rencontrer, en participant à l'invitation de ma fédération, ici, Anne Balthazar. Et depuis, elle a eu, et c'est la seule, en 35 ans d'activité, la gentillesse et l'honnêteté de reconnaître ma compétence. C'est pourquoi vous comprendrez que ici, enfin, je me réalise en étant membre, en particulier, mais pas seulement, de la commission accessibilité du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
qui a été cité par mon prédécesseur, M. Mérillier. Il se trouve que l'accessibilité est un sujet qui me préoccupe sur le plan numérique qui sera abordé dans le cours de la journée, mais me préoccupe aussi du fait, en particulier du handicap moteur, sur le plan purement bâtimentaire. Je profite d'être ici, dans un établissement aussi recevant du public, pour inviter à ce qu'un jour, dans les ADAP, lorsqu'ils seront réellement mis en place, il y ait à l'entrée de ce bâtiment des portes coulissantes. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais avec EFO, au sein du Conseil national consultatif, reste, au-delà du fait que ce que M. Méry a cité, de faire reconnaître la Convention internationale des droits des personnes handicapées, l'accessibilité au quotidien dans cette commission Conseil national et qui traite des personnes handicapées et pas toujours avec les personnes handicapées. Nous sommes quelques-uns, très peu nombreux. L'accessibilité, qu'elle soit visuelle, orale, auditive, intellectuelle, n'est pas toujours prise en compte. Et l'accessibilité aux documents aujourd'hui, je vous donnerai un exemple. On m'a remis la pochette que vous avez eue, sauf à la scanner, avec un scanner qui a été dégradé par un dégât des eaux. Pour le moment, je n'ai pas connaissance de ce qui est dans la pochette. Je vous remercie. Merci Thierry pour ces témoignages. Et je propose qu'on associe aussi la femme de Thierry qui l'a aidé dans sa formation. Merci, je sais que ce n'était pas facile de nous parler de toi, mais tu as su le faire avec une très grande pudeur et en même temps nous dire des choses très importantes. J'ai un certain nombre de questions, de réactions qui me sont remontées. Je commencerai par une première qui est pas une question, donc ça va nous permettre de reprendre notre souffle. Alors il y a des sigles, et pardon, moi je suis très nul sur les sigles, donc je les citerai, et moi je ne les connais pas, mais je pense que beaucoup dans la salle les connaissent. La mise en place du CDCA, remplaçant le CDCPH et le CODERPA, n'est toujours pas mise en place dans un certain nombre de départements, dont il conviendrait de rappeler leur devoir à tous ces départements, donc pour la mise en place des CDCA. Voilà, le message est passé. J'ai plusieurs questions. Je peux réagir ? Ah ben réagissez, je vous en prie, tout de suite. Vous êtes là pour ça. Oui, on constate également du côté de l'APF la même chose. Donc c'est une réforme, vous l'avez signalé, donc ce fameux Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui va regrouper, en fait, c'est une instance consultative départementale qui regroupe aussi bien le secteur personnes âgées que personnes en situation de handicap. À l'époque de la réforme, on avait beaucoup insisté pour que ça soit co-présidé par le préfet, pour que l'État soit également présent. Ça n'a pas été retenu dans la réforme, ce qui fait que c'est une instance qui n'est que présidée par le président du conseil départemental. Et là, je voudrais mettre le doigt quand même sur une hypocrisie institutionnelle française, parce qu'on est censé être un État unitaire, on n'est pas non plus un État fédéral comme l'Allemagne, on s'amuse à jouer entre les deux, mais on est parti pour faire de l'inégalité de territoire national. Ça, c'en est un patent exemple. Voilà. Je tenais à le dire. Merci. Et vous avez raison, on est très sensible à EFO sur l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. Vous avez bien raison d'assister. Moi aussi, j'ai une réaction sur la CDCA. Alors, vas-y. Il se trouve que je suis dans une des commissions qui traite de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et donc qui prévoit la mise en place de ces conseils départementaux qui sont chargés de l'autonomie et qui fusionnent justement les personnes âgées et handicapées. Et par ailleurs, Anne a eu la gentillesse de me proposer, avec un autre camarade ici, comme membre du CDCA de Paris. Et je témoigne que le CDCA de Paris n'est toujours pas en route. Même à Paris.
Alors, j'ai deux questions. Alors, la première, je la poserai tout à l'heure parce que ça concerne surtout l'accessibilité à la formation, donc on y reviendra. Mais alors, une question très pratique, c'est peut-être vous, Monsieur Méry, qui allez pouvoir me répondre. Comment rendre accessibles les établissements ne recevant pas de public? À qui s'adresser et quelles sont les modalités? Comment on peut faire? Moi, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne colle pas. À qui je peux m'adresser pour dire il faudrait bien qu'on puisse recevoir du public dans cet établissement? C'est le propriétaire à qui je m'adresse? Il y a des instances sur qui je pourrais faire remarquer? Je pense que c'est ça le sens de la question. Oui, enfin, si je comprends, enfin, je sais pas, je suis un artisan, je reçois pas de public, mais en même temps, je me dis pourquoi pas ne rendre, parce que la catégorie ERP répond vraiment, c'est une catégorie juridique avec des obligations. Si je comprends la question là, c'est-à-dire que je ne suis pas considéré comme un ERP et pour autant, j'ai envie de me rendre accessible. C'est le sens de la question. Et où est-ce que je pourrais trouver de l'information? Parce que j'ai compris qu'il y avait une problématique de ce niveau-là, mais je ne sais pas m'y prendre. Voilà. Complètement. Alors, deux choses. Il y a le site accessibilité.gouv.fr qui rappelle, notamment avec des fiches d'auto-diagnostic, donc qui peuvent être aidants pour quelqu'un qui ne connaît pas, parce qu'on n'est pas censé être expert de la question, puis c'est une matière très âpre, très technique, donc nous on conseille plutôt de faire appel à des cabinets extérieurs, mais en vérifiant bien leurs compétences, parce qu'il y a beaucoup de démarchages commerciaux abusifs avec des gens qui sont vraiment incompétents, donc ils font vraiment trouver le bon cabinet. Et sinon, il faut savoir que dans chaque département, à la DDT, à la Direction départementale des territoires, il y a un référent accessibilité au sein de la préfecture qui du coup peut indiquer un peu plus précisément quelles sont les démarches à effectuer. Merci. Et alors, une autre question Alors, la question, elle est simple, mais alors la réponse, à mon avis, ne l'est pas du tout. Comment faire lorsqu'un employeur refuse de recruter une personne handicapée au motif de l'inaccessibilité des locaux de travail? À qui on peut s'adresser et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai vu que Patrick Goé, l'adjoint au défenseur des droits, allait intervenir cet après-midi. Déjà, la question peut sembler assez étrange. Alors, étrange, je m'entends, c'est-à-dire que je verrai les choses comme ça. Il faudrait déjà essayer de prouver que l'employeur n'a pas été sollicité des fonds AGFIP ou FIP et HFP pour pouvoir déjà rendre son local de travail accessible. Une fois qu'on a cette preuve-là, on pourrait invoquer, mais là je parle sous couvert de l'adjoint au défenseur des droits qui interviendra cet après-midi, on pourrait évoquer l'article L122.5 sur les discriminations au sens pénal du terme. C'est-à-dire que vous avez possibilité de faire, vous ne faites aucun effort, donc du coup, alors que vous auriez les moyens, d'avoir justement les moyens financiers de vous rendre accessible pour recruter, vous ne le faites pas, donc c'est une source d'action discriminante. Merci. Écoutez, je crois qu'on se dirige vers l'issue de notre première table ronde. Peut-être un mot de la fin, Thierry. Alors, un mot. Sur les deux dernières questions, j'avais envie de réagir, mais bon. Si certains établissements sont inaccessibles, il faut qu'ils soient habilités à recevoir de public pour bénéficier de l'ADAP, à ma connaissance. Si un établissement, et quel qu'il soit, refuse de se mettre aux normes, effectivement, le défenseur des droits et M. Goé en sera un des représentants cet après-midi, sont habilités à intervenir. Sachez qu'au cours de ma carrière, compte tenu de ce que je vous ai exposé, il est intervenu. Sur le dernier point qui était abordé, rappelle-le-moi. Sur le fait qu'un employeur refuse d'embaucher. Ouais. Sur le fait qu'un employeur ne puisse pas embaucher dans son bâtiment. Attention à la proposition de télétravail à temps plein. Ça existe au sein des FO. Merci Thierry. Monsieur Méry, le mot de la fin? Écoutez, il reste énormément de travail à faire. C'est un sujet... on aurait pu parler de la conception universelle, du design universel, du transport. Enfin, il y a tellement de sujets.
je voudrais insister sur le fait que ça concerne tous les aspects de la vie, je vais être très court, mais y compris l'accessibilité des manuels scolaires. Moi, quand j'entends des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent des lycéens autistes, qui disent « moi, je fais un travail de retranscription des notes, mais si le prof était formé à faire une telle retranscription pour tous les élèves, ça marcherait pour tous les élèves, et du coup, il n'y aurait pas besoin d'AVS. » Donc on nous parle tout le temps de faire des économies, mais quand on voit... Donc l'accessibilité, c'est pour ça que je reviens vraiment sur cette notion, la capacité pour un individu d'obtenir un bien, un service ou une activité. Donc c'est vraiment c'est l'égalité aux prestations. Donc c'est vraiment un objectif sociétal qui concerne pas uniquement que les personnes en situation de handicap, mais c'est vraiment un objectif sociétal en soi, quoi. Je vous remercie l'un et l'autre pour ces propos extrêmement intéressants. Thierry, tu veux redire Oui, un mot ? juste un complément. Vous abordez ce qu'on appelle les AVS, qui s'appellent maintenant les AESH, assistant auprès des élèves en situation de handicap. Sachez que l'éducation nationale est une exception et qu'elle a des assistants de vie professionnelle auprès du personnel. Merci, je crois qu'on peut les applaudir.